Genèse, le sceau de Ganesh, 14 juillet 1938. Une grande fête se préparait. Un des événements mondains les plus attendus de Pondichéry, le bal du gouverneur de France. Inconscients de ce qui se tramait dans leur pays, tous les notables, véritables ou supposés, seraient là ce soir, avec leurs familles, pour assister au feu d'artifice tiré du toit de la résidence. Ce même jour, Nel Kumar, diplomate anglo-indien et homme d'affaires peu scrupuleux, en poste depuis 1927, vivait ses derniers jours à Pondichéry, dans sa somptueuse villa. Sa mission s'achevait, le roi George VI l'exigeait, il devait rentrer à Londres avec son épouse à la fin du mois. Assis dans le jardin, en compagnie de son fils Devin, il s'adressa à lui d'un ton ferme. « Devin, j'exige que tu rentres à Londres avec ta mère et moi. Tu n'as que 20 ans, tu es encore sous notre autorité. »« Père, pardonnez-moi, mais je ne peux pas rentrer, je ne puis maintenant. Il me reste 8 mois d'études avant d'être reçu comme élève dans la compagnie de Taran Arundel. Vous le savez, le maître n'accepte qu'un disciple par an. Et il m'a choisi, moi. Je serai le premier danseur étranger à percer les secrets de la danse indienne. Non, je ne veux pas perdre cette chance, s'il vous plaît. Père. » Bonjour Sarah Olling. Bonjour Jeanne. Nous sommes à cette escale de Jeanne assez, je dirais, étrange parce qu'elle est autour d'un livre où vous nous amenez, le Naja d'Émeraude, Sereine Édition, mais vous nous amenez en Inde, très loin de de votre écriture habituelle et en même temps on va retrouver. Alors, le Naja d'Émeraude, c'est quoi? C'est une fresque, c'est un roman, Pourquoi le Naja d'Émeraude aussi? Alors pourquoi le Naja d'Émeraude? Déjà, nous on va parler du titre. En fait, c'est le cœur, c'est le nœud du roman. Il y a dans cette histoire un personnage principal qui s'appelle Taran Arundel. Taran est un jeune homme qui va devenir un maître de Kathakali, de cette danse indienne particulière. Et ce jeune homme est né d'une tragédie. Sa mère, Indira, qui était donc mariée avec un Anglais, qui va devenir la damnation de son fils, est morte en couche, mordue par un naja, au premier cri de l'enfant. Elle meurt, lui naît, et cet enfant a des yeux de naja, il a des yeux d'un ver puissant, et des yeux qui peuvent hypnotiser celui qui l'approche, et il est capable d'attaquer, comme un naja d'ailleurs. Voilà pour le titre. Et vous me demandiez pour l'Inde? Je vous demande, oui, pourquoi l'Inde? Il y aurait tant à vous dire, L'Inde, ça me semble pour moi familier, pour vous ça ne l'est pas. Ma mère, puisqu'il faut que je reparle un peu en arrière, ma mère, pendant la guerre, dans les années 40-45, lorsqu'elle était cachée, écrivait dans un carnet des notes fiévreuses je crois que c'était un maître hindouiste, c'était Vivekananda. Et déjà, ma mère était d'une philosophie bouddhiste ou hindouiste, je ne sais trop. Et j'ai retrouvé ces carnets il y a une quinzaine d'années. J'avais commencé une première ébauche de ce roman. Et j'essayais justement à travers elle d'imaginer ce que cette mère mythique, que j'avais si peu connue, pouvait avoir comme relation avec l'Inde, en fait. Et j'ai ensuite, mais vous savez, ma vie est faite de synchronicité, Jeanne. Oui. Je suis rentrée dans une compagnie de théâtre, la compagnie Étoile de l'Aube, très beau titre. Et la compagne de Denis Lorca, donc le metteur en scène, était une proche de Sri Aurobindo, c'est le centre du roman, de mère de Sri Aurobindo et de l'ashram de la rue de la Marine où se situe une partie du roman à Pondichéry. Et elle avait vu en moi cette soif et cette faim de connaître d'autres mondes. Et elle m'avait confié tous les éléments qu'elle pouvait me confier sur l'ashram et sur mer. J'ai plein de documents. Et dans ma tête, il a commencé à se tracer quelque chose qui, comme d'habitude, a pris beaucoup de temps et de maturation. Et ce livre commençait à naître à ce moment-là. Et c'est pour ça que ces personnages se situent à Pondichéry-la-Blanche, pas à Pondichéry-la-Noire, si vous voulez qu'on en parlera tout à l'heure, ou maintenant. Alors justement, dans ce livre, c'était encore les colonies. C'était le temps des colonies entre 1915 et 1954. L'Inde était coupée en deux. Ah, c'est une partition épouvantable, oui. Et oui. Il y a, je dirais, une zone blanche. C'est ça. Que vous avez vous-même remplie. Oui. Voilà. Alors parlez-nous un peu de l'Inde, les deux Indes, entre guillemets, oui. De ce point de rupture de cette zone blanche. Ce n'est pas un point de rupture vraiment. En fait, je l'ai situé volontairement à Pondichéry parce que Pondichéry, il y a une frontière. Mes personnages évoluent magnifiquement dans des bals de gouverneurs, dans des représentations de Kathakali. C'est Pondichéry-la-Blanche.
Pondichéry des Anglo-Indiens, des Métis, des Français, bien sûr, Pondichéry la française, mais c'est la blanche. Et vous avez un canal qui sépare de Pondichéry la noire. Et Pondichéry la noire, c'est donc un de mes personnages d'ailleurs, Baba l'intouchable, c'est toute une communauté de personnages qui sont bannis de la communauté indienne et qui vont nourrir des sentiments extrêmement violents, haineux et violents. Et donc, ça va atteindre mes personnages qui sont du bon côté. Du bon côté, puisque... Le bon côté censé être le bon côté. Mais c'est ce qu'on appelle le bon côté, mais effectivement. Mais c'est l'Inde qui est en pleine partition. C'était le moment où Sri Aurobindo donc, était le compagnon de route de Gandhi dans la marche du sel. C'était le moment où la partition avec l'Angleterre devait se faire. C'était le moment où vraiment la communauté française commençait à sentir que ça allait vraiment mal se passer. Et puis il y avait la guerre qui allait éclater en Europe. Voilà. Donc c'est dans cette espèce d'athanor, de bouillon de sorcière que j'ai situé tous mes personnages. Au fur et à mesure, nous voyons que les métis, enfin ceux qui sont anglo-indiens, se mettent à souffrir plus d'une crise identitaire. Bien sûr, évidemment. Évidemment, puisqu'ils sont partagés en deux, on leur demande de prendre position. Mais comment prendre position quand on est à moitié indien, à moitié anglais? En plus, leur physique les trahit. Dans mes personnages, c'est pour ça que l'un a les yeux d'un vert puissant et l'autre des yeux d'un bleu immense. Il n'y a rien à dire, ils sont déjà, par leur attitude et par leur physique, ils provoquent déjà la colère des dieux. Alors Kali la Noire va se déchaîner, mais alors en pleine puissance. Alors, dans votre livre, il y a deux femmes, en quelque sorte, des Bretonnes, qui sont exilées là-bas, normalement. Elles sont arrivées par le dernier bateau qui arrivait de l'Orient. Mais elles ne sont pas nées là-bas. Elles n'en sont pas nées là-bas, elles sont de l'Orient, enfin elles sont dans la Bretagne profonde. Et elles vont, c'est des gamines, des jeunes filles de 18 ans. Mes deux personnages principaux, Devine et Taran, ont une vingtaine d'années, 20-25 ans. Et elles vont se retrouver donc protégées par une bibliothécaire française qui est là-bas, qui est aussi une amie enfin c'est la protectrice de Devine. Et on leur confie la responsabilité même administrative de ces deux jeunes filles qui ne peuvent plus rentrer en France, c'est fini. Et elles vont tomber amoureuses de ces deux garçons magnifiques qui sont Taran et Devine, mais qui sont eux amoureux l'un de l'autre dans une Inde qui rejette l'homosexualité avec une violence extrême. Et là, tout se met en place en fait. La tragédie se met en place. C'est vrai que c'est une tragédie au sens le plus grec du terme. Quoi. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Puis en même temps, il y a ces deux femmes, c'est comme si elles étaient un tampon entre la violence de ceux qui sont nés là-bas, mais qui ont une double nationalité, et en même temps, elles qui ne sont pas de là-bas, mais qui sont amoureuses de tout ça. Et voilà. Et elles ne voient que le bon côté. Elles sont en fait, c'est une enclave excessivement protégée. Elles ne voient pas les intouchables. Baba l'intouchable, qui est donc la gouvernante, et qui vit dans la belle maison en face de l'ashram, avec Vamika. Vamika qui est donc qui était la sœur de Indira, donc la mère, on va y arriver, c'est un peu compliqué, la mère de Taran, la traite comme une égale, mais elles ne sont pas égales, puisque l'une est intouchable, l'autre est une ancienne intouchable, Vamika, qui a pris un statut de privilégié. Et donc tout ceci fait que ça me donne un terrain de jeu extraordinaire pour placer mes personnages et mon histoire. Et c'est un terrain de jeu où la balle est vraiment violemment jetée entre, je dirais, deux mondes qui sont le même. Mais en même temps, il y a la haine contre celui qui a colonisé, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Il y a la haine du colonisateur, il y a cette Inde du petit peuple, l'Inde des castes, qui voudrait donc, mais par la violence la plus absolue, revendiquer ses droits à exister. Revendiquer ses droits à exister. L'Inde des dieux, en plus, on est dans un monde qui est en bascule. On est vraiment sur un temps de bascule. Ça ressemble beaucoup à notre période aussi. Parce que nous avons aussi les métis qui, eux, quelque part, ont 2 gouttes de sang dans le même corps. Et c'est compliqué pour eux. Les sangs mêlés. Oui. Cette expression d'ailleurs est très étrange. Sang mêlé, c'est assez dur à exprimer. Et pourtant, c'est vraiment cela. Le sang, pourtant, lorsque nous avons une goutte de sang, elle est rouge. Elle est la même pour tout le monde. Bien sûr. Et moi qui viens d'un exil aussi, je peux parfaitement comprendre. Parfaitement.
Sarah Olling est où dans ce roman? Sarah Olling est partout dans ce roman. Sarah Olling, elle est du côté aussi de Baba l'Intouchable, elle est aussi du côté de Vamika qui a revendiqué son droit à être, à franchir le monde de l'autre côté du canal. Elle est du côté de Taran qui a perdu sa mère dans des situations épouvantables et qui revendique le droit d'exister lui aussi. Elle est du côté de Taran qui aime d'un amour noble pour lui. Elle est du côté de ces deux Normandes et Bretonnes à la fois. Et puis tout ce petit monde va migrer, mais je n'en dirai pas plus. Oui, on ne va pas spoiler le livre. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que nous revenons à votre mot que vous aimez beaucoup, mais pas seulement vous l'aimez, vous le vivez, la résilience. Oui. Tout ce monde est un monde résilient, qui se soigne. Oui. Oui, la résilience, effectivement, parce que lorsque vous ne pouvez pas agir sur votre destinée passée, vous pouvez travailler sur votre présent et votre futur. Je dis toujours que, et je vous l'ai dit plusieurs fois, je refuse l'assignation. Pour mes personnages aussi, je refuse l'assignation. Je leur donne le droit d'avoir une vie propre et de ne pas être victime de la destinée qu'on leur impose. Et c'est le sens même d'ailleurs de toute mon existence, refuser l'assignation. Nous ne sommes pas ce que on a tracé pour nous à un moment. Pour vous, le destin, d'ailleurs nous sommes en Orient, enfin dans une forme d'Orient, le destin, on peut le bouger, on peut le bousculer. Ah, mais évidemment, si je ne prends que mon exemple, je ne suis pas cette jeune fille de 18 ans qui chantait du Barbara dans la rue. J'aurais pu être assignée à ne plus jamais être que cette jeune fille-là, qui avait ni rêve, ni famille, ni espoir, ni rien, enfin ni famille, n'exagérons pas, dont acte. Mais je continue à avancer jour après jour en étant persuadée que demain est encore à construire. Moi, j'ai la certitude que chaque jour était un puzzle pour construire demain. Il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas d'assignation, il n'y a pas de fin de route, il y a un chemin. Vos personnages sont ivres des deux côtés, hein, d'une certaine liberté et d'une non-capitulation aussi. Hors l'assignation, ils ne capitulent pas. Non. Ah non, et pourtant il y a ces dieux qui sont puissants. Non, et c'est ce qui leur permet justement de tracer leur route, parce que le nombre de fois où il y a des événements assez terribles dans ce roman, je me dis parfois, mais je suis horrible. Non, ce sont des personnages de papier. Toi, vous avez fait un peu un côté comme le marionnettiste. Oui, j'adore. Oui. J'adore. Je suis maître du monde quand j'écris, en fait. Oui, justement. C'est génial, quoi. Dans ce livre, l'écriture est flamboyante et elle est libre. C'est tout à fait ça. Et oui, bien sûr, puisque je n'avais pas à rendre de compte à personne d'autre qu'à moi-même. Et puis, il y a tout ce travail que j'ai fait en amont dessus. Oui, il y a un travail de recherche extraordinaire, de l'histoire avec un grand H aussi. Ah oui, tout à fait. La partie historique, d'ailleurs, mon éditrice l'a vraiment souligné. La trame historique est très puissante. Oui, et la plume aussi, on est tout de suite emporté. On rentre dans votre livre et on est en Inde. Et puis il y a un mot qui claque, c'est Pondichéry. Vous savez, on a l'impression que c'est un mot qui nous est familier, probablement par la littérature, par beaucoup de choses. Je voyage dans ma tête, mais en même temps, je voyage dans tout ce que... J'ai l'impression d'être... j'allais dire un mot bateau et je refuse cette histoire de citoyenne du monde, c'est faux. Mais parce que je n'avais pas de racines originelles, j'ai créé des racines de partout. Et ce qui a été le plus puissant, c'est que j'ai eu une des recensions qu'il y a eu sur ce roman, qui était de quelqu'un qui était de Pondichéry, et qui a été, mais elle a dit du Naja d'Émeraude, et on peut le retrouver partout, que c'était une œuvre majeure sur l'Inde. Je me suis dit, merci, quoi. Merci. J'ai toujours cette crainte de ne pas être juste. C'est exact. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que vous avez évité l'écueil de l'historienne. Vous avez évité l'écueil d'un certain parti pris, je dirais, lyrique. Vous avez construit comme une vraie histoire dans laquelle nous entrons très vite et nous suivons les personnages. Merci. Oui, merci. C'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Je voulais faire voyager les lecteurs. Je voulais qu'ils prennent parti. Je voulais qu'ils aiment mes personnages ou qu'ils les détestent, mais qu'ils leur laissent une trace. C'est ça mon ambition d'auteur, en fait. C'est que mes personnages laissent une trace chez les lecteurs. Il leur appartient, ce livre, maintenant. Je les ai fait voyager. Ils ont voyagé dans ma tête aussi, les lecteurs. Je me disais, j'aimerais être à leur place pour découvrir le livre.
Je vais toucher un point sensible chez vous, je le sais. Aïe, aïe, aïe. Vous avez eu un enfant qui est resté... J'ai un enfant. Vous avez un enfant, comme vous dites, même s'il n'est plus. Ce sont des cellules chimériques, parce que toute femme qui a porté un enfant, même quelques instants, garde des cellules chimériques. C'est mon ange au-dessus de moi. Oui. Et en même temps, vous êtes en mal de racines. Donc même vos personnages, vous tenez à leur donner des racines, une identité. Et vous êtes farouche. Oui, oui, je suis guerrière. Oui, oui, tout à fait. Mais pour revenir à David, mon enfant, qui est là, et qui est partout en fait, c'est en son nom. C'est une élégie à mon enfant à chaque fois. Oui. Toujours. Il y a toujours un personnage d'ailleurs que vous aimez oui. particulièrement. Oui, et que exactement. Vous portez, vous l'élevez. Et c'est très touchant. Oui, parce que... mais c'est la magie d'être un artiste. C'est cette magie-là. C'est-à-dire qu'on peut créer des mondes et on peut recréer notre propre monde. Nous sommes effectivement des jongleurs entre les mondes. David traverse tous les romans. Il est partout. Il y a un projet, je crois, musical. Important. Oui, très important. Saxo et voix. Voilà. Ce n'est d'ailleurs même plus un projet. On peut même montrer la couverture, parce que je vous ai mis le dossier de presse si vous voulez qu'on la montre. Je la montrerai tout à l'heure. C'est pas grave. Saxo et voix, en fait, j'ai fait la rencontre avec un saxophoniste international, Oliver Martin Sax. Et en fait, je lui avais confié mon roman. Ça a été une rencontre amicale. Et il a eu tout de suite l'esprit d'un artiste. Il a vu ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait donc complètement différer de ce qu'il connaissait dans son monde artistique, qui se produit sur des scènes de partout, au sax. Et on a fait un premier essai de mêler ma voix à son saxo ensemble. Et il a créé toute une scénographie autour de lectures d'extraits particuliers. Je vous en lirai un tout à l'heure, qui est dans notre saxo et voix. Et il a mêlé son sax à l'improvisation au départ sur de la musique indienne, ça ne s'est jamais fait. Et on a fait une première dans une librairie. On a vocation à se produire sur scène ensuite, sur des scènes. Et donc c'est un spectacle, ce n'est pas une lecture avec un saxo, c'est un spectacle qui mélange le saxo et ma voix, avec une dramaturgie qu'il a scénographiée lui-même. Oliver Martin est vraiment quelqu'un qui, moi, me surprend parce qu'il est rentré tout de suite dans le monde du Naja d'Émeraude. Le mystère et l'incertitude, omniprésents dans ce roman, m'ont donné l'envie de le retranscrire musicalement, en mariant la marque d'un son affirmé et profond de mon saxophone aux fréquences mystiques de l'Inde. Et je crois que ce défi est relevé. J'ai pris un plaisir très sincère à bâtir saxo et voix autour du Naja d'Émeraude avec Sarah. C'est sublime. Enfin, je suis très fière. En tout cas, vous avez de quoi l'être. Une dernière question. Si vous êtes libraire et vous devez inviter des lecteurs, enfin toute personne, à lire le Naja d'Émeraude, comme si c'était un coup de cœur. Quel est le coup de cœur de Sarah Olling entre guillemets libraire? Écoutez, je suis libraire dans une très belle librairie qui est dans une petite ville en province. Et donc les commerciaux m'ont ramené ce livre. Je me disais, d'abord il est très beau. Et je ne connaissais pas cette autrice, je suis allée voir un peu ce qu'elle faisait. Et j'ai commencé à ouvrir le livre et franchement, je l'ai mis vraiment en première ligne avec une note de lecture parce qu'il a quelque chose de particulier, ce roman. J'aimerais vraiment que les lecteurs puissent découvrir comment on peut faire vivre l'Inde de cette période de la partition avec autant de panache, avec autant de lumière, avec autant de précision en même temps historique. L'autrice, elle a vraiment un talent extraordinaire parce qu'elle nous fait vivre en Inde, elle nous fait nous attacher à ces personnages, elle nous donne envie d'aller à Pondichéry. Franchement, moi, libraire... Elle est pas mal, Sarah Olling, hein. Sarah, vous chantez? Non, je ne chante pas, vous le savez d'ailleurs. Oui, je me rappelle. J'ai chanté quand j'avais 18 ans, du Barbara, certes, oui, mais je ne chante plus. Voilà. Il faut me pincer très fort pour que... Je vous pince? Non, je ne chante pas. Quelle est, je dirais, pas une citation, mais quelque chose qui est dans votre tête en permanence pour rester debout, parce que quelque part... C'est drôle parce que je ne vais pas laisser vous finir votre phrase. Dans ma tête, j'avais « sois debout ». Sois debout. Debout. Mais vous êtes comme ça.
certes. Ouais. Depuis le début que vous m'avez rencontré, oui. à la Contrescarpe, je me souviens, j'avais les yeux pleins de larmes, mais j'étais debout. Oui, oui. Vous me disiez que j'allais m'envoler du siège. Oui. Là, je suis encore, vous voyez, je suis même pas appuyée comme d'habitude. Oui. Et quel extrait vous nous réservez pour la fin? Il est dans Saxo et Voix, celui-ci. Oui. On a combien de temps, chère Jeanne? On y va, là, ça y est, on va pas se priver. D'accord. Mi-glissant, mi-marchant, Baba avançait dans la ville blanche, le visage fermé, indifférente aux passants qui la saluaient. Arrivée près du canal nauséabond qui la séparait de la ville noire, elle se retourna un instant. Que cherchait-elle à mémoriser ainsi, cette vieille femme, drapée dans un sari bleu nuit? Contemplait-elle la ligne invisible qui la séparait de sa condition d'intouchable? La maison de la ville blanche qu'elle avait héritée de celle qui l'avait hissée à un statut de hors caste ne l'avait cependant pas transformée. Née d'une lignée maudite, elle emportait à jamais la marque d'infamie gravée au fond de son âme. Là-bas, de l'autre côté du canal, plus de belles maisons coloniales protégées des regards par des arbres touffus et des haies de jasmin. Plus de douceur d'air marin et de chants d'oiseaux moqueurs. Plus d'enfants joyeux, bien nourris et bien habillés, s'ébattant sur les pelouses et dans les jardins. La ville noire, grouillante, d'un peuple affairé à gagner quelques roupies pour survivre, attendait Baba, figé, immuable et grave. Baba se ressaisit, franchit la rue du canal d'un pas assuré. Arrivée sur le quai de la ville noire, elle aperçut une fillette endormie, blottie contre les flancs d'une vache. Près d'elle, une femme assise à même le sol. Elle vendait des jalibis enveloppés dans les feuilles de bananier. Baba lui donna quelques roupies et poursuivit son chemin. Baba, visiblement habituée des lieux, se dirigea vers la maison de Chandigarh la mendiante. Un regard vers la fenêtre du haut, un autre vers celle du bas. Sa main ferme frappa contre la vieille porte. Des trottinements légers précédèrent l'ouverture. Un enfant, à peine vêtu d'un pan de tissu enroulé sur ses jambes maigres, lui fit signe d'entrer. En haut de l'escalier, un homme, à l'apparence éléphantesque, chauve, accueillit la visiteuse en faisant tourner une planche hérissée de clous dans ses énormes mains. « Tu veux quoi, la vieille ? Je veux parler à Chandigarh, tout de suite. On ne donne pas d'ordre ici. La patronne n'est pas là, tu dégages. » Et là, Chandigarh arrive et... Chandigarh, je ne suis pas venue pour entendre tes injures, tu sais très bien pourquoi je suis là. Et là, on poursuit. Alors quoi, t'as oublié ta caste? Voilà quoi, à force de servir ces chiens d'anglais, t'es plus loyal? Chandigarh bondit de son fauteuil, prit Baba à la gorge, la secouant si fort que le haut de son sari se déchira. Tout alla très vite. Les flammes léchèrent une des paillasses qui s'enflamma. Les hommes à terre essayèrent d'étouffer les flammes avec leurs vêtements, puis ce fut l'enfer. Baba, poussé dans l'escalier par Zvika, glissa de marche en marche, le bas de son sari en flammes lui brûlant les jambes. L'incendie de l'entrepôt qui tenait lieu de maison à Chandigarh, presque entièrement bâti en bois, créa une immense colonne de fumée, visible depuis la ville blanche. Portées par le vent, des particules de cendres se répandirent dans les rues et sur les maisons des beaux quartiers. Quelques intouchables s'envolaient de leur vie misérable pour rejoindre Pondichéry la blanche, Pondichéry la belle, la colonisée. Leurs cendres produiraient-elles un engrais fertile pour la terre de ceux qui les avaient si violemment ignorés? Voilà encore une question à ne pas poser en Inde en ce début d'été 1945. C'est magnifique. Donc les cendres ont passé la frontière, entre guillemets. Voilà, entre la ville noire et la ville blanche. Et une forme de renaissance aussi, parce que les cendres peuvent peut-être porter des particules de vie aussi. Évidemment, voilà. Et ils peuvent produire des fleurs, des fruits. Et, Sarah Olling, un grand merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Je suis très émue de parler avec vous de ce livre, Le Naja d'Émeraude, que je trouve magnifique. Et je vois que, comme toujours, Thanatos partout, Eros en art de vivre. L'art chez vous, c'est Eros, et on continue. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jeanne. Encore une fois, merci de me mettre en lumière, parce qu'à chaque fois, c'est une grâce. Et je le ressens comme cela. C'est un plaisir aussi, parce que moi-même, je vois à chaque fois vos transformations. Comme vous avez dit, vous êtes habité, je dirais, d'une fièvre qui rejaillit à chaque fois, à chaque écrit. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Merci. C'était l'escale de Jeanne avec Sarah Olling autour de son livre magnifique, Le Naja d'Émeraude, Steren Édition. Et une très très belle page de couverture qui à elle seule vaut le déplacement. Voilà. Merci beaucoup.